on vit dans un temps de trouble, mais c'est pas le dernier. On n'a pas fini avec les périodes de trouble, puis on n'aura pas fini pendant encore quelques décennies. Ah, écoute, les périodes de trouble, hein, Maurice, ça crée une instabilité qui est économique. Hein? Allez voir le prix du bacon aujourd'hui, avec la pandémie. Perte d'emploi, des pertes d'heures hein, dans notre emploi. Les prix qui fluctuent, ça finit plus. Il y a aussi une instabilité des chaînes d'approvisionnement. Hein? Moi, dans mon gros privilège, là, j'ai dû regarder la télévision sur un matelas de lit parce que mon divan est arrivé 4 mois en retard. Okay? Ça, c'est pas grand-chose. Non, il y a encore des denrées de base qui sont difficiles à obtenir. Oui, puis plus tu es loin dans les régions, des fois, plus c'est difficile à obtenir. C'est ça. Donc, il y a des actions à poser, puis des compétences à développer pour pouvoir réussir hein, à passer au travers facilement de ce genre de période-là, puis nous donner plus d'options. Et guess what? On va vous donner ça aujourd'hui. On va vous donner un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice, deux pirates qui se font vigie pour voir venir les tempêtes, sont déterminés à ce que les gens ne soient plus des victimes des circonstances et que ceux-ci puissent faire face aux périodes de trouble. Voici leur histoire. Les périodes de trouble peuvent prendre plusieurs visages différents. Hein? Il y en a plein qui s'en viennent. On va encore vivre d'autres pandémies. Ce ne sera pas la dernière, croyez-moi. Mais ce n'était pas la première non plus. Non. Depuis les 20 dernières années, c'est quoi? C'est épidémie, pandémie, on en a eu une douzaine, facile. Des petites, on en a une grosse là. Mais le fait est, ça ne va pas en s'amenuisant. Non. Crise environnementale, Maurice. Là. Ouais, je veux dire, ça se croise avec la pandémie, là. Ça n'ira pas en s'améliorant. Non, plusieurs endroits vont commencer à avoir des troubles sérieux avec l'eau potable, avec certains types de nourriture, des denrées de base qui seront plus disponibles, des denrées qui sont moins de base, qui vont simplement cesser d'exister suite aux transformations environnementales. Puis la température arrête pas de monter. Déjà, à certains endroits, elle arrive à un point suffisamment élevé que le corps est plus capable de réussir à se rafraîchir suffisamment. Si on n'est pas à l'air climatisé, on meurt. Ouais. Puis la CIA a récemment, hein, pour la première fois, mentionné publiquement que les changements climatiques vont créer beaucoup d'instabilité politique dans plusieurs pays. Là. On va se battre pour les ressources qui vont être de moins en moins là. Hein, ce ne sera plus l'espace qui va être important, ça va être ce qui permet de pouvoir vivre. Ouais. Si on veut être moins dramatique, on peut parler aussi de changements dans les marchés, hein, soit des nouveaux marchés émergents, des anciens marchés qui vont disparaître, des restructures avec toute la façon dont les produits vont se déplacer au travers du monde. Donc, ça, en évoluant, ça ne veut pas toujours dire que ça va être bon pour nous, dans le sens que si on fait partie d'une entreprise qui refuse d'évoluer, ben à ce moment-là, on risque de perdre notre emploi. On risque d'avoir une industrie entière de laquelle on fait partie qui devient obsolète pour une raison ou pour une autre. Puis, plus les nouvelles entreprises qui émergent essayent de se différencier puis de faire évoluer les marchés, faire évoluer les besoins, les technologies, mais plus les entreprises plus stables déjà existantes ont de la difficulté à suivre. Là encore, Maurice, on n'a pas parlé de l'automatisation. Bon, c'est un sujet qui revient tout le temps. Là. Et la plupart des emplois en ce moment de bureaux sont automatisables. Il y a des places qui vont commencer à le faire. Oui. Puis, comme on l'a dit, hein, pendant la pandémie, on a vu ce que ça donne. Est-ce que le gouvernement est capable de soutenir 50% de la population qui ne travaille pas? La réponse est non. En tout cas, pas à long terme. Puis, c'est ce qui risque d'arriver éventuellement à long terme. Puis, je sais, on va encore avoir dans les commentaires quelqu'un qui va dire « Ouais, mais les emplois de service, c'est pas touché par ça. » C'est tellement pas vrai. Allez dans n'importe quelle épicerie pas loin de chez vous, puis regardez la quantité grandissante de caisses où les gens vont se servir eux-mêmes. Ouais. À Montréal, récemment, il y a eu le premier dépanneur, hein, le Petit Supérette, sans employés. Tu entres, tu paies avec l'application et tu ressors. Puis s'il faut que tu sois membre de l'application pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, c'est là. Ça s'en vient. Puis, ensuite de ça, il y a aussi la délocalisation, hein, c'est-à-dire l'offshoring.
Hein, l'idée que il y a des employés qui coûtent moins cher dans d'autres pays qui sont en développement et que on va parfois donner de l'emploi à ces gens-là plutôt que localement. Oui. Ça existe depuis des années, là, on s'entend. Absolument. Ouais. Puis là, présentement, plein de gens disent, le monde a changé. Maintenant, ce sont les employés qui décident, c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton parce que les employeurs en recherchent de façon terrible des employés. Mm-hmm. Profitons-en maintenant pendant que ça passe, mais dites-vous une chose, c'est que ce genre de situation-là ont tendance à faire un retour de pendule éventuellement. Il va se passer quelque chose qui va faire que, les employeurs vont reprendre le gros bout du bâton. Puis croyez-moi qu'ils n'oublieront pas le petit bout que vous avez eu à vous comme avantage. Vous allez payer pour. Donc ça, c'est des crises qui s'en viennent, qui vont pouvoir nous causer un nombre pratiquement infini, si on est chanceux, d'inconfort, si on est moins chanceux, de troubles. Okay. C'est pas des positifs, ceux-là. Non. Okay. Des choses peuvent être catastrophiques. Des gens qui vivaient de façon décente, qui vont se retrouver dans la misère abjecte. Des gens qui pourront simplement plus survivre à l'endroit où ils vivent présentement parce que ça manque de ressources. Parce que, regardons, on suit beaucoup ce qui se passe chez les Américains. Puis, ils sont non seulement en guerre de ressources, mais sont en guerre contre le savoir, contre la connaissance, contre énormément de choses. Tout. Tout ce qui peut leur permettre de pouvoir passer au travers des prochaines périodes un peu décemment, c'est en guerre contre ça. Fait qu'imaginez de quoi ça va avoir l'air, là. Donc, on voit de plus en plus de réfugiés partout dans le monde. C'est pas terminé. Fait que vous, chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour au moins vous donner une couche d'immunisation face à ces changements-là? Si une catastrophe arrive, si un changement arrive, si vous perdez votre emploi, si la nourriture de base est plus disponible par chez vous pour une raison ou pour une autre pendant une période de temps X, Y ou Z, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en tirer? Ouais. Mais avant, Maurice, quelque chose de plus important. Voyons donc, Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de GoPirate. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. Ici, regarde, moi, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau GoPirate, tu comprends? Comme bavette. Comme bavette, tu mets ça ici dans ton chandail, hein? Uh-huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit, tu devrais faire un chandail qui est écrit Chaotic Good. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous voulez l'acheter. Tant et aussi longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content. J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne vérole. GoPirate.com/shop. Donc, il y a deux stratégies qui sont populaires présentement pour réussir à se donner un peu d'antifragilité à nous face à ça. Okay? Il y a les concepts de survie qui est super populaire, encore une fois, chez les Américains, qui essentiellement veut dire tu achètes beaucoup de canage, beaucoup d'armes à feu, puis tu te fais un bunker, puis peu importe ce qui arrive, tu vas être capable de survivre là. Pendant à peu près 3 semaines à 1 mois, puis après ça, tu vas manquer d'absolument tout parce qu'il n'y a rien qui est soutenable là-dedans. Ta vie au complet est en conserve à ce moment-là. Exact. Ouais. Puis tu as l'autre approche qui est une autre approche qui est très populaire aux États-Unis, mais qu'on voit encore un peu partout, qui est beaucoup plus traditionnelle, celle-là, c'est ce qu'on appelle le homesteading. Essentiellement, c'est utiliser ce qu'on possède, puis en tirer le meilleur parti possible en faisant le maximum de choses à la maison. Et j'ai eu une expérience personnelle particulièrement intéressante avec ça. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu une mini-fermette. On n'était pas très, très grand. On avait 7 acres de terrain. Okay. J'étais pas un très grand fermier. Mais on a été avec une fraction du terrain capable de faire vivre la famille dans des périodes de disette absolument terribles. Puis je me suis développé des dizaines de nouvelles compétences que je ne suis pas nécessairement super bon dedans encore aujourd'hui, mais n'empêche, c'est des choses que je ne connaissais pas avant que maintenant je suis capable de faire. Pratiquement peu importe quoi, je suis capable de me débrouiller. Donc, ça, c'était une belle expérience de homesteading. Avec le peu qu'on avait, on a réussi à créer quelque chose, un système qui était capable de nous soutenir, nous, puis qui nous donnait plus d'opportunités. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé ça sans vraiment le savoir, parce que ce n'est pas nécessairement un concept qu'ils ont étudié, mais en voulant avoir leur propre panneau solaire.
Exact. Hein? Fait qu'il serait indépendant. On va en parler tantôt. Ça vous donne la capacité non seulement d'être indépendant en tant que communauté. Hein? On parle d'une petite unité familiale, c'est déjà une communauté. Puis quand vous êtes plusieurs qui font la même chose dans la même région, vous apprenez souvent à vous connaître puis à tisser d'autres liens. Mais ça, on va tout parler de ça dans quelques secondes. Donc là, Maurice, on va parler un petit peu plus en profondeur du concept de homesteading. Et puis, tu m'avais dit que tu avais lu un livre là-dessus, The Backyard Homestead, 200 fois au moins. Au moins. Oui. C'est honnêtement, là, de toutes les lectures que j'ai faites de ma vie, et Dieu sait que j'en ai lu des livres, c'est celui avec le plus d'informations au centimètre carré que j'ai vu. Tu peux ouvrir n'importe quelle page puis apprendre quelque chose que tu ne savais pas. Apprendre quelque chose qui va pouvoir t'aider à faire pousser quelque chose, transformer des aliments, réparer quelque chose, produire de quoi que tu n'aurais jamais cru produire. Tout ce qu'on peut avoir de besoin est dans ce livre-là. Maintenant, il y en existe plusieurs autres. J'en ai lu plusieurs, mais celui-là ça a été vraiment mon préféré de Backyard Homestead. Pourquoi on se lance dans le homesteading? Ben oui, on peut toujours se dire, au cas où il arrive quelque chose, puis on a besoin d'être en mesure de pouvoir tout produire nous autres mêmes. Mais, avouons-le, c'est présentement pas le cas pour la majeure partie d'entre nous autres. Fait qu'une bonne raison pour commencer à le faire, c'est par plaisir, parce que c'est le fun. OK? C'est comme un jeu avec un paquet de petites expériences contrôlées que tu peux faire. Est-ce que tu es capable d'apprendre à faire pousser telle chose dans telle condition? Ou est-ce que les choses devraient se placer mieux? C'est une bonne façon pour... je parle régulièrement de la théorie des systèmes. Mais là, vous allez devoir apprendre de façon pratique comment ça marche, comment l'eau circule dans un système ou sur un terrain. Si vous n'avez pas de terrain, c'est encore mieux. Vous allez tout devoir faire ça artificiellement. Mais ça se fait. Tu sais, comment est-ce que... C'est quoi le cycle de vie d'un outil, que ce soit de vêtements ou des outils pour travailler? Comment faire pour les entretenir puis étirer ce cycle de vie-là? Donc, tout ça, ça fait partie de ce qui rentre, ce qui sort, ce qui va être produit, puis tout ça. Théorie des systèmes. Fait que c'est une façon pratique de la vivre, là, la théorie exact. du système. C'est intéressant. Chaque espace peut être rentabilisé d'une façon ou d'une autre. Des fois commercialement, des fois pas. Puis c'est vrai, même si on est en appartement. C'est sûr que ce qu'on va réussir à produire va être en petite quantité. On appelle ça artisanal, puis on sait tout ce que ça veut dire. Hein? Ça se vend un petit peu plus cher quand on a à le vendre. C'est fait à main. C'est fait en main. Sinon, juste pour son propre plaisir, si vous avez jamais fait votre propre pain, ou vous n'êtes pas bon à le faire, vous savez pas le bonheur puis la jouissance que c'est que de manger du vrai bon pain. Il y en a beaucoup qui l'ont essayé pendant la pandémie. C'est vrai? Faute d'avoir autre chose à faire. Donc, c'est toutes des raisons plaisantes sur lesquelles on peut s'essayer à apprendre comment le homesteading fonctionne. Puis, un coup qu'on a appris ça de façon de loisir, ben, le jour où ça va être vraiment nécessaire, les installations sont là, vous avez déjà les compétences, puis il s'agit juste de le faire un petit peu plus intensément. À la base, la première compétence que vous devriez vous développer, c'est apprendre à cuisiner. Non, faites pas cette face-là. C'est important. La plupart d'entre nous autres, on ne sait pas vraiment cuisiner. On sait suivre les instructions sur le paquet puis rajouter l'eau au bon moment. OK? Mais c'est plus que ça. Pouvoir cuisiner à partir de presque rien, bien, ça va vous donner des options que vous n'avez pas avant. Notamment, ça va coûter sérieusement moins cher. Ouais. Parce qu'on ne se mentira pas, le prix monte sur tout. Hein? Tout. La viande spécialement. Oui, bien justement, quand on apprend à cuisiner, savoir cuisiner de la viande, c'est excellent. Surtout, plusieurs coupes différentes qu'on puisse après ça savoir quoi faire avec les coupes les moins chères, qui vont quand même nous permettre de bien manger. Mais en même temps, présentement, je suis en train de développer mes compétences de cuisinier végétarien parce que ça coûte une fortune de moins. Okay. On a beau acheter bio, on a beau faire attention à ce qu'on achète comparativement au prix de la viande, c'est bon, que ce soit comme accompagnement, que ce soit comme plat principal, que ce soit comme juste pour dire on va avoir un moins grand impact sur l'environnement, à faire notre part de plus, passer une journée ou 2 ou 3 par semaine à uniquement manger végétarien, ça ne nous commet pas à quoi que ce soit, puis ça fait une différence. Puis, dans apprendre à cuisiner, on parle aussi de la transformation. Ouais. OK? On va régulièrement acheter des produits transformés, mais souvent, c'est pas très difficile de le faire soi-même. Faire sécher des fines herbes, c'est extrêmement facile,
Ça permet de les acheter à pas cher quand ils sont en quantité industrielle, que ce soit fines herbes, que ce soit des pommes ou des tomates à l'automne. Tu sais, achetez les choses en saison, faites des petites transformations, puis vous en avez pour le reste de l'année. Tu sais, qu'est-ce qui serait important aussi? Apprendre à utiliser les aliments pour ne pas avoir à les jeter. Oui. C'est quoi les études qui disaient, là, à peu près, un sac sur 4 d'épicerie se ramasse aux poubelles. C'est assez terrible. Puis, je veux dire, je ne suis pas un exemple là-dedans. Là. Malheureusement, moi non plus. Non, c'est ça. Mais il existe des pratiques, parce que, surtout avec des légumes, pratiquement tout est consommable d'une façon ou d'une autre. Puis c'est facile de trouver sur Internet des choses que je trouve super intéressantes, des gens qui vont cuisiner avec de la scrap. Avec les restants, les épluchures de carottes. Vous êtes capable de transformer ça en bouillon. Vous êtes capable de les faire sécher puis de faire des aromates avec ça. Donc, tu sais, énormément de choses qu'on est capable de faire avec très peu. À partir du moment où on se développe la mentalité puis le réflexe de, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre chez vous, ça va être préparé puis transformé puis utilisé à 100%, vous allez voir une différence majeure sur vos factures d'épicerie. Puis si vous ne me croyez pas que ça peut faire une grosse différence, dans la partie la plus pauvre, la plus sombre de toute ma vie, OK, où avec une jeune famille, on avait un bébé naissant, là, on a passé 12 mois sans aucune forme, 13 mois sans aucune forme de revenu. Aucune forme de revenu ou de support ou de soutien. OK? On a réussi à survivre parce qu'on avait un bon jardin puis qu'on transformait tout ce qu'il y avait dedans. Donc, on a pu manger non seulement pour toute notre année, mais on a eu encore des conserves pour quelques années après. Ah, ouais, ben oui, c'est sûr. Ben tiens, pendant que tu es là, on parlait d'apprendre à cuisiner, mais créer sa nourriture. Oui. Si vous avez un bout de terrain, je ne parle pas une ferme, là, OK? La plupart des maisons, surtout ici en Amérique du Nord, on a des bons terrains autour qu'on utilise à faire pousser du gazon. Une affaire que non seulement ça coûte cher, ça a tendance à mourir tout le temps dès qu'il y a un peu de sécheresse, il faut tout le temps réussir à l'entretenir. Si ça vous force à aller passer la tondeuse une fois par semaine, ben, sauf si vous êtes moi où j'ai des super de bonnes excuses pour ne pas le faire à chaque fois. Mais c'est gaspiller de l'espace utilisable pour faire pousser rien de valable. Ouais. Transformez ça un petit peu. T'sais, les fleurs que vous faites pousser, arrangez-vous pour qu'il y ait des fruits qui viennent avec. Que ce soit comestible, que la fleur elle-même puisse l'être ou puisse être transformée. Pour ceux qui n'ont jamais bu de vin de pissenlit ou de vin de fleurs en général, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire à la maison facilement. Faites juste choisir les bonnes fleurs. J'ai jamais goûté à ça, du vin de pissenlit. C'est super bon. N'oubliez pas que vous êtes également capable de faire pousser vos fines herbes. Ça pousse en quantité épouvantable. Donc, vous allez en avoir facile pour l'année. Facile. Si vous êtes en ville... Oui, j'ai un condo, pas de terrain. Bon. C'était mon cas avant. Ça arrive. Le premier jardin que j'ai fait avec ma conjointe, on était dans un 4,5 à Montréal. On avait un petit bout de balcon. Ben, on l'a utilisé, ce petit bout de balcon-là. On avait plusieurs plants de tomates, des plants de concombres, des plants de poivrons et des plants de piment fort, non seulement pour faire ma fameuse sauce barbecue, mais aussi pour que les écureuils, vu la place où ils passaient, les premiers fruits qu'ils allaient rencontrer, c'était les piments forts. Puis après en avoir grugé un ou deux, ils laissaient le restant du jardin tranquille. Ouais. Quand j'étais dans mon petit condo à Montréal, là, j'ai commencé à observer aussi que j'achetais des... on appelle ça des échalotes, des oignons verts. Je faisais le temps des salades, puis j'en mettais dedans, puis j'en perdais la moitié tout le temps. J'ai commencé à les couper et les planter. Ouais. Et puis ça pousse assez vite, honnêtement, là, avec 3 pots d'oignons verts. Là, j'en prenais un de temps en temps, et ça repoussait assez, 3, 4, 5 fois avant de finalement de mener, ça poussait plus. Puis j'ai pas acheté d'oignons verts pendant des mois. C'était vraiment cool, j'adorais ça. On leur donnait des noms en plus. Dites-vous aussi que si votre espace est assez limité, les murs de votre appartement, surtout à l'extérieur, c'est utilisable aussi. Vous allez pouvoir voir comment faire des jardins verticaux avec ça, avec probablement du matériel que vous avez déjà à la maison. Ouais. C'est super simple, c'est très, très, très gratifiant. Puis ben, ça meuble une conversation de dire « Hey, regarde ce que j'ai fait pousser! » En ville aussi, il y a quelques supermarchés qui ont changé leur toit pour pouvoir cultiver leurs propres produits.
Il n'y en a pas beaucoup. Mais tu sais, ça en a. C'est émergent. C'est cool. Puis ça, là, tu sais, des espaces, il y a des petits espaces, il y a des fois avec... laissés à l'abandon, même pas vraiment de la verdure dessus en ville, qui pourrait être transformée en jardin collectif. Ouais. Tu sais, que ce soit pour vous, que ce soit pour peu importe qui, c'est non seulement une compétence extrêmement importante à se développer, mais puis qui nous remet en contact avec la nourriture. Alors ça, c'est important. Ouais. Mais en même temps, ça évite le gaspillage d'espace qu'on peut trouver partout. Maintenant, si vous n'avez pas le temps de vous occuper d'un jardin parce que vous êtes des pirates super occupés puis on n'a pas le temps pour ça, il y a des notions qu'on peut apprendre de ce qu'on appelle la permaculture. La permaculture, c'est toute une science, en fait. Mais c'est relativement facile à apprendre pour ce qui est de la base puis à mettre en pratique. Okay. C'est comment est-ce qu'on fait pousser des choses en écosystème. Mm-hmm. Donc, ce sont des plantes qui vont repousser d'elles-mêmes année en année. Quelle plante peut supporter telle autre plante pour telle raison? Donc, ça limite beaucoup votre intervention en tant que jardinier. On arrête d'être des jardiniers super actifs, puis on devient plus des gens qui vont entretenir un écosystème vivant. On s'assure qu'il ne tombe pas malade, on s'assure qu'il n'y a presque rien, puis on récolte les fruits quand on en a besoin. Ouais, il faut quand même travailler pour récolter, là. Il y en a, mais pour être honnête, un bon système de permaculture va être fait qu'on n'a jamais des gros travaux à faire en même temps. C'est durant toute la belle saison, on va avoir constamment quelque chose à aller chercher dedans. Donc, en adaptant nos habitudes alimentaires, on est capable de se maintenir entièrement depuis le printemps jusqu'à assez avancé dans l'automne. C'est intéressant. Si vous avez un terrain qui est beaucoup plus grand, ce que vous êtes capable de faire là avec la permaculture, c'est énorme. Puis là, je vous conseille de vous renseigner puis de lire une couple de livres sur le sujet. Ça en vaut la peine. Si vous avez une maison, transformer votre terrain entier en centre de permaculture va faire que votre terrain va générer de la nourriture sans vraiment d'effort de votre part, constamment, année après année. Maintenant, il y a toujours de la notion d'animaux aussi. Je ne mangerai pas mon chat, man. Il n'y a pas de viande après ça. Non, ton chat est gériatrique, là. Mais quand on commence à faire un peu de culture, on veut avoir une petite fermette, même si on n'a pas beaucoup d'espace. Parce qu'entre autres, avec le Backyard Homestead, ils vous disent, ça marche moins bien ici au Québec parce que c'est un petit peu plus froid, là, qu'avec un quart d'acre, c'est vraiment pas grand, on est capable de faire vivre une famille de 4. Je vais vous dire ici, ça prend un petit peu plus grand que ça. Ouais. Mais le fait est, si vous voulez avoir des animaux, mais là, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous faites. Parce que les animaux demandent beaucoup plus d'efforts, une connaissance qui est plus spécialisée, puis surtout, ça va vous attacher à la maison parce que ça demande de l'entretien tout le temps. Toi, tu avais des canards. J'avais des canards, j'avais des poules. Des poules, oui. Puis si vous avez le choix d'un animal à essayer à avoir à la maison, prenez-vous 2-3 poules dans un petit poulailler dans le fond de la cour. Ça vous donne des œufs frais à tous les jours. Hein? Puis, c'est plaisant, des poules. C'est super sympathique, mais c'est des petits dinosaures. Fait que faites attention, des fois, ça mord un peu. Et ça, on s'entend, il y a des municipalités qui n'acceptent pas. C'est qui est con, parce que honnêtement, des poules, je parle pas de coqs là, qui vont se mettre à hurler à 5 h du matin. Là. Puis, un jour, je vous raconterai mon histoire du coq absolument psychopathe qu'on avait. Bref. Avoir quelques poules, c'est juste bon pour vous. C'est un animal de compagnie, même si vous ne le gardez pas en dedans. Quoique, ce serait possible, mais moi, je ne le ferai pas parce que c'est pas nécessairement propre. Mais c'est plaisant. Ça vous apprend à prendre soin d'animaux et ça produit. Tout ce qui devrait rentrer chez vous devrait produire quelque chose. Ouais. Puis, contrairement aux légumes, il y a beaucoup de protéines là-dedans. Oui. Ça pourrait être carrément ton apport de protéines numéro 1. Oui, les œufs. On parle des œufs. Ouais. Si vous voulez en avoir un petit peu plus, vous pouvez avoir du poulet aussi. Mais ça demande plus de place, beaucoup plus d'efforts, ça fait plus de bruit. Ouais. Allez-y simple. Là, Maurice, on va parler d'un sujet qui est important puis que la société s'en va pas vers ça. OK? D'apprendre à réparer puis à allonger la vie de nos choses. Je suis pas très manuel, mais je crois beaucoup à le droit de réparer. Il y a des compagnies comme le prochain Apple 13, là, le iPhone 13, là, que ça va être illégal de le faire réparer si c'est pas par un réparateur officiel. Là, OK? On s'en va à notre perte. Là. Absolument. Complètement. Absolument. Là. Mais on est habitué, écoute, c'est brisé, jette-le, puis achète-en un autre. Puis ça coûte 20 $.
Puis pourtant, c'était pas comme ça avant. Non? Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir reculé très, très loin, mais quand j'étais petit, n'importe quel gars adolescent, sa première voiture allait être une ruine, puis il allait prendre le temps de remonter le moteur au complet parce que c'était quelque chose qu'il était capable de faire. OK? C'était normal, c'était un rite de passage d'apprendre ce genre de compétences-là. Je regarde encore mon père quand il utilise ces outils, l'entretien qu'il va faire avant, après de chacun de ces outils-là. J'ai pas cette habitude-là, je suis négligent avec mes outils parce que je suis tellement habitué aux produits que maintenant, ça va juste briser, puis on s'attend à ce que ce soit normal. Écoute, mon père, là, il utilise les mêmes outils qu'il avait quand j'étais petit bébé. Oui. Oui, c'était intuable à l'époque. Là. Puis certains sont encore intuables aujourd'hui. Il faut savoir c'est lesquels, il faut savoir comment les entretenir correctement. Je veux dire, une poêle en fonte. Oui. C'est excellent, puis ça va vous durer pendant des générations, si vous savez comment l'entretenir. Oui. Donc, c'est important d'apprendre à entretenir nos choses comme il faut pour faire durer leur vie. Puis, c'est important d'apprendre à les réparer. Je veux dire, on a un trou dans des bas, qu'est-ce qu'on fait? On les jette, puis on va chez Costco, on a acheté 20 d'autres. Pourtant, y a-t-il une affaire plus simple que de réparer un trou dans des bas? Ouais. Puis, les chaussettes, hein? C'est ça, les oui. Européens. Oui. Même chose pour les vêtements. T'sais, ma mère faisait encore des vêtements à l'époque. Fait que ma petite sœur, puis même moi, en grandissant, quelqu'un comme moi, ça grandit vite, ben il fallait ajuster les vêtements constamment. Je suis pas capable de faire ça. Probablement que vous n'êtes pas capable non plus. Ce serait quelque chose à apprendre. Ma nièce de 12 ans, elle travaille sur la machine à coudre. Ah, ben c'est bien ça. Ouais. Tu sais, c'est développer des bases en construction, en mécanique, en plomberie, en électricité, puis même en électronique. Parce que les bases de ces métiers-là sont pas particulièrement complexes. Puis c'est quand on le fait pour la première fois qu'on s'apprend qu'on n'a juste jamais appris à le faire. OK? La première fois que j'ai eu à bâtir un mur, quand j'ai eu ma fille pour diviser une pièce, je savais pas comment faire ça. Encore aujourd'hui, je fais rire de moi parce que, tu sais, ils disent mesure 2 fois, coupe 1 fois. Pour une raison quelconque, il y a toujours un pouce de moins un coup que j'ai coupé qu'est-ce que j'ai mesuré. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand j'étais jeune, le seul moyen pour apprendre cette affaire-là, c'était regarder mon père. Puis, heureusement, c'était mon père, on appelle ça un patenteux, c'était un débrouillard, OK? À moins que ça soit très, très, très poussé, on n'a pas besoin d'un expert, là, mon père peut s'en occuper. Puis, c'est correct, tu sais, des fois, c'est de la rustine, c'est une patch, ça tient, ça va marcher pour l'instant. Des fois, c'est tout ce que tu as besoin. Hein? Des fois. Mon père a déjà réparé ma voiture avec un morceau de toilette. OK? Mais aujourd'hui, il n'y a plus... Tu sais, mon père faisait pas ça, fait que j'ai pas... Tu sais, il n'y a plus d'excuses, là. Tu as des vidéos YouTube pour réparer à peu près n'importe quoi ou monter à peu près n'importe quoi. Puis si vous n'aimez pas regarder des vidéos pour ça, allez faire un tour à la bibliothèque, allez faire un tour dans les places où il y a des ventes de livres ou de choses usagées. Vous allez pouvoir trouver des manuels entiers qui vont vous apprendre les compétences de base que vous devriez avoir pour maintenir une maison, par exemple. J'en ai plein ici en arrière qui m'ont été donnés, justement, quand j'ai eu ma ferme, puis qui sont encore utiles aujourd'hui. Apprendre comment faire un peu d'électricité, faire un peu de plomberie. Parce que, croyez-moi, ça ne s'improvise pas, ces affaires-là. Pas vraiment, non. Ça, un autre point aussi, acheter usagé. Oui. OK? Il y a ici au village où est-ce que j'habite, ben, il y a dans le sous-sol de l'église une place où les gens peuvent aller donner du vieux matériel et puis c'est vendu à pas très cher pour que les gens qui ont moins les moyens puissent s'équiper. Mais si vous allez là, parmi les meilleurs plats que j'ai pour mettre au four viennent de ça. Puis c'est des plats qui ont probablement mon âge. OK? À une époque où les choses étaient faites pour durer, si vous êtes capable de récupérer ces objets-là, puis des fois, vous n'avez même pas besoin d'avoir à les remettre à jour, c'était fait solide. Ben, ça va vous durer pendant longtemps. S'il y a une chose qui ne dure pas longtemps, c'est des jouets et des vêtements pour les bébés. Hein? Il y a une boutique, en fait, il y a quelques boutiques dans la région ici à Montréal, super intéressant, ça s'appelle Boomerang, où tu peux rapporter des choses qui ne font plus. Hein? Ça te donne un crédit ou que tu peux acheter autre chose avec. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est une belle entreprise sociale. Oui, absolument. J'ai adoré ça, ce concept-là. Puis, il y en a encore dans la région. Il doit y en avoir d'autres dans d'autres régions. Pas nécessairement sous ce nom-là, mais ça existe un peu partout. Sinon, regardez pour les ventes de garage. Oui. À chaque année, on peut en faire une ou deux.
puis on peut aller magasiner dans les autres. Ça vous permet de récupérer un paquet de choses, de s'assurer qu'il y a beaucoup moins de déchets qui sont envoyés dans les déchetteries. Puis en même temps, ben, vous allez découvrir peut-être des nouvelles passions, des nouveaux hobbies avec ça, en mettant la main sur des choses que vous n'auriez jamais touchées. Puis si ça ne vous tente pas d'organiser des choses comme ça, hein, c'est pas parce que quelque chose que vous avez plus besoin n'est plus bon, n'est plus utile. Il y a toujours un paquet d'endroits où vous pouvez aller porter ça pour des gens plus défavorisés. Là. Exact. Même chose, réutiliser ce qu'on possède. On appelle ça du upcycling. Donc, on prend quelque chose qui est plus bon, puis ou dépassé, puis on en fait quelque chose de neuf avec. On voit ça beaucoup en décoration. Oui. Hein? Les DIY, là. C'est ça. Mais on peut voir ça dans à peu près n'importe quoi d'autre. J'ai construit des petits abris complets avec des palettes. Ouais. J'ai eu des vieux vêtements trop usés même pour être donnés qui ont été compostés. On s'en est servi par après. Donc, c'est apprendre à avoir les mêmes genres de réflexes que les générations avant nous ont eu. Puis que les prochaines générations vont devoir avoir. Exact. On n'aura pas le choix non plus. C'est vrai que la majeure partie des choses qui sont à vendre aujourd'hui sont faites avec une date d'expiration, puis sont faites pour être jetables tout de suite après. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules options que vous avez. Des fois, payer quelque chose un petit peu plus cher que vous allez pouvoir maintenir puis qui va durer longtemps est un bien meilleur investissement que d'acheter 6 fois quelque chose de relativement mauvais marché puis qui va juste faire pendant un petit bout. Mais encore une fois, c'est une question de décision, puis c'est une question de se développer les bons réflexes. Bon, là, Maurice, on a parlé de plein de choses qu'on peut faire à la maison. Mais il arrive quoi s'il arrive ce qu'on a dit au début, là, notre emploi est automatisé, puis on a des difficultés à se trouver un emploi, là? Bien, c'est bon d'avoir, on en parle en antifragilité constamment, ayez des revenus d'appoint. Ce qui est intéressant quand vous prenez déjà des approches de homesteading, c'est que vous allez vous développer un paquet de compétences qui vont vous permettre de produire des choses pour vous créer un revenu d'appoint. Regardez, un exemple. J'aime bien parler de ma famille. Ma sœur, avec son commerce Le Bedon Gourmand, que vous pouvez trouver sur Facebook, qui fait des conserves et puis des petits pots, des produits vraiment intéressants, que c'est quelque chose qui est fait comme revenu d'appoint présentement avec une entreprise qui est en train de se développer suffisamment pour que d'ici 1 an ou 2, ça soit son métier principal. C'est bien. Demandez-vous présentement lesquelles de vos compétences sont vendables, puissent vous permettre de vous développer des revenus d'appoint de cette façon-là. Puis, demandez-vous quelles compétences vous pourriez aisément vous développer pour être capable de le faire. Donc, la plupart des compétences de homesteading, que ce soit de la transformation d'aliments, que ce soit apprendre à cuisiner, que ce soit apprendre à réparer des choses réparables, bien, il n'y a plus grand réparateur général autour de vous autres. Quand vous connaissez un papa qui sait encore comment le faire, vous allez le voir. Bien, imaginez si vous êtes capable de faire ça pour vos voisins. OK? Ou carrément donner des cours. Donner des cours. Ça existe, là. Apprendre à réparer ou entretenir son vélo. Il y a des gens qui donnent des cours pour ça. Exact. Pas besoin d'être très bon. Vous avez juste besoin d'en savoir plus que la personne qui veut suivre le cours. C'est ça. Devenez un artisan. Un artisan, c'est comme un artiste, mais appliqué. Qui fait des choses que vous êtes capable d'utiliser. Que ce soit de faire de la poterie. Qui sait comment faire de la poterie aujourd'hui? Là? Que ce soit de faire des vêtements, que ce soit de faire des outils pour permettre la création d'un potager qui va être arrosable automatiquement, par exemple. Monter ces petites choses-là, ça peut vous permettre d'avoir un petit revenu d'appoint fort intéressant. La vente par Internet est capable de vous aider parce que vous avez tout un métier. C'est un de nos revenus d'appoint. Ben oui, hein, on a une boutique maintenant. Ben oui. On ne fait pas ce qui est dans la boutique, par exemple. Non, c'est pas nous autres qui le fait. Mais c'est un revenu d'appoint. On pourrait. Je vais commencer à vendre ma sauce de barbecue faite expressément pour manger les gens riches. Si ça vous intéresse pour vrai, dites-le à Maurice. Ouais. Tu vas être obligé de la faire. Dites-le. Donc, en maintenant un commerce par Internet comme ça, on va dire, c'est pas de travail, mais c'est relativement peu de travail. Ça peut vous permettre de générer justement ces revenus d'appoint-là. Développez vos relations. Quand vous allez être en mesure d'avoir quelques clients autour, bien, c'est des gens avec qui vous êtes capable de créer une communauté. Tu sais,
éventuellement, eux autres ont des choses qui vont vous être utiles. Vous allez avoir des choses qui vont leur être utiles. Vous allez au moins minimalement vous connaître. Souvent, vous allez être dans la même région ou dans le même quartier. Ouais. À ce moment-là, c'est possible de retisser des relations de quartier qui souvent n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Toutes vos compétences que vous avez, essayez de les mettre en pratique. Pas juste les apprendre de façon théorique pour un jour, ça peut être utile. Créez-vous un projet quelconque, essayez-le. Je suis en train de bâtir ma propre guitare à partir d'une pelle. OK? Plein de nouvelles choses que j'ai jamais appris à faire, mais je trouvais que ça avait l'air suffisamment intéressant. Puis après ça, je pourrais apprendre comment en jouer. Pas grand espoir que je vais réussir à en jouer, mais au moins, elle va être faite. Le jour où on va partir de notre band, tu vas être obligé de jouer avec cette guitare-là. Dernier point. Développez vos communautés. À partir du moment où vous dites « Je suis seul et indépendant et puissant, self-made man », ben, ça veut dire que vous êtes pas mal plus fragile que n'importe qui a une meilleure façon de penser. Ça fait moins glorieux comme ça, mais à partir du moment où vous faites partie d'une communauté, que vous avez une importance à apporter, puis que chacune des personnes dans cette communauté-là est capable de contribuer d'une façon ou d'une autre, vous manquerez jamais de rien. Puis on fait toute partie de plusieurs communautés. Oui, absolument. Donc, on fait partie d'une communauté de quartier, on fait partie d'une communauté familiale. Plusieurs d'entre vous font partie de la communauté GoPirate. Oui. Okay? Peu importe où vous êtes dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui s'apportent des choses là-dedans. Absolument. En tout cas, nous, on retire beaucoup de notre propre communauté qu'on a créée. Absolument. Et on leur donne tout ce qu'on peut. Donc, aidez votre communauté à s'organiser, que ce soit autre chose que juste des gens qui se connaissent un peu comme ça, puis que ça devient quelque chose dans lequel vous êtes capable de pouvoir adresser les besoins puis les difficultés de votre communauté. Parce que des fois, vous allez remarquer un manque. Je suis dans mon quartier, il n'y a aucune place où aller acheter de la nourriture si j'en ai besoin. Ben, est-ce qu'on peut fonder quelque chose? Ou ma femme se tient avec d'autres propriétaires de chiens, puis ça n'arrête pas de demander, ça nous prendra un parc à chiens dans le coin. Ben, écoute, commencez à organiser ce qu'il faut pour avoir le permis pour réussir à en installer un. On s'approche dangereusement d'une initiative de GoPirate qui va voir le jour bientôt. Oui! C'est pas pour rien. On appelle ça de l'économie de prospérité collective, c'est-à-dire quand on se met ensemble pour réussir à se mettre certains projets en fonction, sans avoir à attendre du financement d'ailleurs, des besoins d'ailleurs. On est capable de s'organiser en tant qu'action citoyenne. Mais pour ça, ça prend une communauté. Fait que développez vos communautés. Peu importe si ce soit bâti autour d'un jeu vidéo, bâti autour d'une émission que vous écoutez via Internet, que ce soit avec vos voisins, vous êtes capable de développer des bonnes relations qui vont vous permettre, en cas de besoin, d'avoir accès à des opportunités que vous ne voyez pas nécessairement maintenant. Que ce soit de trouver un autre emploi, que ce soit quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est capable de vous aider à faire quelque chose. Il n'y a rien de plus facile que, quand tu ne peux pas aider quelqu'un, d'essayer de l'envoyer vers quelqu'un qui pourrait l'aider mieux que toi. Exact. C'est tellement simple. C'est aussi possible de développer des filets sociaux collectifs. OK? Aussi simple que vous êtes une communauté qui sont à peu près toutes dans le même coin, vous êtes tous des enfants, hein? Ben, puis il n'y a pas de place en garderie. Est-ce qu'on peut en fonder une? Si on fonde une garderie puis on embauche une gardienne ou deux, ben, ça vient de régler tout notre problème en même temps. Donc, c'est le genre de choses que vous êtes capable de faire. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense, mais pour ça, ben, il faut avoir des bons contacts avec sa communauté. C'est du travail, hein? Survivre aux changements qui s'en viennent? Oui, mais c'est pour ça que c'est du travail qu'il ne faut pas faire seul. Il faut faire ça en groupe. Il faut apprendre les uns des autres, il faut collaborer ensemble, puis à partir de ce moment-là, les efforts sont beaucoup plus faibles. C'est pour ça que tu rêves la nuit à te créer ton propre village? Oui! C'est un village entièrement autonome, avec tous les gens qui sont dedans, qui ont leur propre rôle, hein, avec des emplois qui sont faits pour les maintenir, qui sont faits pour aider à offrir des services qu'on a besoin. Mais même pas besoin d'aller penser jusqu'à un village. Il y a des mouvements présentement qui existent. Des groupes d'amis, une couple de familles qui se mettent ensemble, achètent un grand lopin de terre, se bâtissent dessus, puis maintiennent le lopin de terre ensemble, souvent avec de la culture de permaculture dans des endroits boisés. Donc, ça maintient l'endroit boisé qui aurait été probablement rasé pour construire des condos éventuellement. Mais ça leur donne un endroit qui va être capable de produire tout ce qu'ils ont besoin pour toujours.
Puis en même temps, ça leur donne le fait d'avoir des voisins en qui ils peuvent avoir confiance, en qui ils ont des dépendances. Donc, c'est pas juste un voisin, il faut que ce soit un ami, il faut que ce soit un partenaire. Vous travaillez ensemble pour maintenir ce lopin de terre-là. C'est un bel exemple de travailler en communauté. On en fera un épisode à un moment donné, là, ton Oui. village. Oui, ça va valoir la peine. Maurice, on va aller cultiver tes poules un peu. Hein? Je veux des poules, ma femme, elle veut pas. Moi, je veux des poules juste pour pouvoir les appeler Deadpool, Swimming Pool, Pullover, Pull Request. C'est la seule raison pourquoi je veux des poules. Et sinon, vous autres, hein? Vous là, est-ce que vous en faites des choses un petit peu, tu sais, pour diversifier vos compétences, pour moins gaspiller, hein? Pour étendre la vie de ce que vous achetez, ou simplement pour être plus soutenable? Oui, tu sais, dites-nous-le. L'idée et tout ça, tout ce qu'on vient de vous dire, c'est pas un entraînement à être pauvre. Non. Ça va être utile si vous Ça va l'êtes. être utile, ouais. Mais c'est le fait que vous allez être capable de tirer beaucoup plus de prospérité que qu'est-ce que vous avez. Puis encore une fois, on dit pas ça pour que vous arrêtiez de demander plus, mais de juste vous assurer de pas rien gaspiller. D'avoir besoin de moins. Oui, C'est correct. on a sérieusement besoin de moins que ce qu'on consomme. Tu vois, là-dessus, j'ai hâte d'entendre ce que vous faites déjà. Oui, Laissez un commentaire hein, sur YouTube, on va aller répondre avec grand plaisir. Faites un petit like, puis on va se voir la semaine prochaine. Bye! À la poudre! à l'abordage!